Bonjour, alors bienvenue dans mon année livresque 2025. Alors je décide d'appeler ça comme ça parce que je voulais prendre le temps de vous reparler de certains livres. Ben, prendre le temps. Je ne pourrais pas parler longtemps de chacun des livres, mais je vais prendre le temps de mettre de l'avant certains livres que j'ai lus dans l'année, faire un petit tour avec vous de mon année livresque. Puis ben, j'ai décidé de ne pas en faire un palmarès ou qu'il n'y ait pas nécessairement de hiérarchie. Je suis vraiment allée avec des livres quand même qui, en termes de statistiques, ont pour moi généré une évaluation à ce moment-là, au moment où je les ai lus de, mettons, entre 4 et 5 étoiles environ. Euh, il y en a d'autres qui m'ont marqué puis que j'ai pas nécessairement mis une évaluation super élevée. Puis j'aurais aimé ça vous en parler, mais il fallait bien que je fasse des choix. Donc, je m'en suis tenue quand même plus à ceux qui m'avaient marqué et qui avaient généré une évaluation un peu plus élevée. Mais en fait, globalement, on va partir ça sur un petit peu de statistiques. Et puis là, ben, je vous dis ça parce que mon année livresque à moi est comme ça, mais chaque personne est différente. C'est pas là pour rendre personne mal, mais bon, dans mon année, je m'étais quand même donné un objectif de lecture que je mets à chaque année un peu plus pour me guider, mais en fin de compte, je suis plus tant stressée avec ça. Je m'étais dit que j'allais lire 225 livres. Pourquoi je mets un nombre aussi élevé? Les gens, souvent, chaque année, disent « Oh mon Dieu! » C'est que, ben là, maintenant, c'est moins vrai, mais jusqu'à tout récemment, je lisais énormément d'albums jeunesse, de romans graphiques, et moi, je les compte. Moi, une lecture, c'est une lecture. C'est pas parce que c'est un album jeunesse que je le compte pas. J'ai pris le temps de le lire, j'ai pris le temps de vous en parler, j'ai pris le temps de développer une réflexion là-dessus. Donc, je les inclus, d'où le nombre élevé, parce que évidemment, je ne pourrais pas lire 225 romans dans une année. J'ai juste pas vraiment le temps de le faire. Bon, cette année, j'ai dépassé mon objectif, donc j'ai lu techniquement, selon les statistiques de mes 3 applications de lecture, 246 livres, incluant toutes les, comme je vous disais, tout romans, BD, manga, albums. J'ai pas été chercher les petites statistiques plus fines, par exemple, combien j'ai lu de romans, combien j'ai lu de BD. J'aurais pu le faire, mais là, bon, je me suis concentrée plus sur la présentation des titres pour vous. Juste pour vous donner un petit peu une idée, là, selon une de mes applications, je ne sais pas si c'est vraiment précis, mais bon. 246 livres lus, ça équivaudrait à, puis là, il y a 2 nombres parce que c'est 2 formats différents, donc 774 heures et 44 minutes de lecture papier et 887 heures et 18 minutes de lecture audio. Donc, les deux ensemble, ça équivaudrait à mon année de 246 livres lus. Et en fin de compte, globalement, en ratio, je pensais que ça serait plus élevé, mais comme je lis encore beaucoup de romans graphiques puis d'albums, je suis encore à 60% de livres papier et 40% de livre audio. Ça m'apparaît plus grand parce que j'ai toujours un livre audio en cours, mais c'est souvent des romans. Donc, c'est sûr qu'en termes de nombre, c'est moins élevé. Donc, c'est tout. C'est juste la petite partie statistique que je trouve quand même toujours intéressante de mettre de l'avant. Cette année, c'est la première fois que je fais la distinction entre livre papier et livre audio dans mes applications de recension de lecture. C'était par curiosité pour voir c'était quoi un peu mon ratio. Voyez-vous, ma perception était différente. J'avais l'impression que j'avais lu plus de livres audio, mais dans le fond, j'ai lu des livres audio en continu. Voyez-vous, mon nombre d'heures est plus élevé. 887 heures et 18 minutes de lecture audio versus 774 heures et 44 minutes de lecture papier. Donc, c'est normal que ma perception soit comme ça. Mais en nombre de livres, finalement, ça fait que j'ai quand même lu moins de livres audio que de livres papier. Voilà. Alors, on se lance parce que, accrochez-vous, allez vous chercher un petit breuvage, parce que ça va quand même être assez long. Je vais les mentionner, je vais peut-être pas en parler beaucoup. Je vais essayer, non, je vais le faire. Il y en a que j'ai avec moi, d'autres que j'ai empruntés à la bibliothèque. C'est presque la moitié que finalement j'ai pas avec moi, donc c'est quand même positif. Ça veut dire que il y en a que c'est pas parce que je voulais pas les avoir ici, mais je les ai pas nécessairement achetés au départ, donc j'ai pas toujours le budget pour me renflouer la bibliothèque. Et s'il y a beaucoup de lectures en langue originale anglaise, vous savez, je lis en version originale. S'il y a une version française qui existe, je vais essayer de penser à vous mettre la vignette. Je vais essayer. Si jamais vous ne voyez pas de vignette, ben, je vous mettrai un petit message ici qui dit que j'ai finalement pas mis de vignette. Mais c'est pas grave. Sachez que dans la plupart des cas, c'est traduit en français. Alors, on va se partir ça tout de suite, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Tout d'abord, avec cette année, j'ai 3 albums et documentaires jeunesse dont j'aimerais vous parler. Les 3 qui m'ont marqué, j'en ai lu plein d'autres, mais visiblement, dans ceux qui ont eu des notes, ça m'étonne que ce soit ceux-là, parce qu'il y en a plein que j'ai lus qui m'ont marqué,
mais je pense que globalement, c'est peut-être ceux qui m'ont marqué peut-être plus récemment, puis c'est pour ça que je m'en souviens plus, parce que de ce que je peux voir, c'est des livres que j'ai lus dans le dernier mois, donc bon, c'est pas grave. Alors, tout d'abord, c'est The Boy and the Elephant de Freya Blackwood. C'est publié ici chez Random House. Et puis, ici, c'est un album sans texte, comme Freya Blackwood sait si bien les faire. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a une relation bien particulière avec la nature. Son meilleur ami, c'est un éléphant. Mais en fait, on réalise que son meilleur ami, c'est un arbre qui a une silhouette d'éléphant. Et éventuellement, on va apprendre que c'est tout près de chez eux et que ce parc-là va être un peu... Ben, en fait, ça va être à vendre, puis les gens vont mettre les... Ça va menacer de faire en sorte que son ami s'en aille. Et dans le fond, ça va être comment il va faire en sorte que... ben, en fait, ça va gros le troubler. Puis comment il va faire en sorte d'un peu éveiller les consciences pour que tout ça soit conservé, entre guillemets. Je ne vous donnerai pas nécessairement tous les résumés, mais bon, celui-là. Donc, écologie, implication, amitié. Ensuite, j'ai aussi, je voulais vous parler de Inondé, de Mariajo Illustrayo ou Mariayo Illustrayo. C'est publié chez Les Malins. Ça, c'est pas nouveau, mais je l'avais lu en anglais, je crois, puis là, je l'ai relu en français. C'est vraiment chouette. Encore une fois, c'est un album, il me semble que c'est sans texte. Il me semble que oui aussi. Je l'ai juste pas avec moi, celui-là, j'ai emprunté à la bibliothèque. Et on est dans une ville où, ça le dit, à un moment donné, il y a eu une inondation, puis l'eau monte. Puis au départ, ce sont les créatures, c'est tous des animaux. Ce sont des créatures les plus petites qui vont réagir rapidement parce que bon, l'eau monte, mais les autres, par exemple, les souris vont se dire « Oh mon Dieu », puis ils vont commencer à essayer de se dépatouiller, mais ça ne fonctionnera pas. Pendant ce temps-là, le restant du monde ne va pas nécessairement s'en soucier. Genre les girafes, eux autres sont comme juste « Bah, j'ai les pieds mouillés, mais c'est bon ». Et éventuellement, l'eau va tellement monter que la société va se rendre compte que il faudrait qu'ils travaillent ensemble pour essayer de faire en sorte que ça se règle et que tout le monde soit capable de bien gérer le fait qu'il y a cette espèce de catastrophe-là qui est arrivée, puis on sent que c'est un peu en lien avec les changements climatiques. J'ai adoré le sujet, l'approche du sujet, il y avait beaucoup d'humour, puis les illustrations, genre vraiment. Alors voilà pour Inonder. Ensuite, j'ai celui-ci, donc Meanwhile, Back on Earth, d'Oliver Jeffers, publié chez Philomel, qui est un label de chez Penguin. Celui-là, c'est une façon de revoir l'histoire des conflits à travers les années, depuis des siècles et des siècles, donc même depuis le début de l'humain, mais sous l'égide de deux enfants qui sont on est en voiture avec un père, puis les enfants en arrière se chicanent parce que d'un côté, ah, t'es de mon côté, non, non, puis le père il dit, ben là, écoutez, il faut régler ça, voulez-vous qu'on aille se promener un peu plus loin dans l'espace? Puis là, ben, en allant dans l'espace, ils vont se diriger tranquillement vers différentes planètes. Fait qu'on va en apprendre un peu plus sur ces planètes-là, mais en même temps, ce qui va déterminer à quel moment on va revenir sur Terre pour avoir l'histoire des conflits, c'est le nombre de jours ou d'années. Je me souviens plus comment il calcule. Le nombre... Ouais, il calcule comme en journée ou en année. Donc, le nombre d'années ça prendrait s'il roule à la vitesse normale d'une voiture pour se rendre à ces planètes-là. Puis, ben, dans le fond, ce nombre d'années. Par exemple, si ça prend 1 an pour se rendre à la Lune, ils vont dire, ben, il y a 1 an, sur la Terre, voici ce qu'il y avait comme conflit. Fait que c'est super le fun, éducatif. Ça nous permet d'avoir un regard assez critique sur qu'est-ce qui s'est passé à travers le monde, à quel point les conflits, dans le fond, n'avaient pas tant changé, sauf peut-être quand, au tout début de l'humanité, la survie était tellement, le mode survie était tellement important que finalement, les conflits avaient moins de possibilités de se développer parce que les gens étaient trop en mode genre je veux juste vivre. Donc c'est super intéressant. Les visuels sont vraiment cocasses. La proposition de base de se servir d'un conflit qui est proche de nous pour aller voir avec qu'est-ce qui se passe ailleurs est intéressante. L'idée de revenir dans le temps, voyage dans l'espace en même temps. Et en tout cas, tout est parfait là-dedans. Je trouve la structure, la proposition, le choix des informations qui sont transmises, les illustrations. Puis, oh non, j'ai vraiment adoré ça. Enfin, voilà pour le 3e album et documentaire jeunesse de mon année 2025. Ensuite, on va se lancer dans une section où j'ai absolument rien avec moi parce que je les ai tous lus à la bibliothèque sauf un. Et c'est
les romans graphiques, BD et manga. Cette fois-ci, je suis allée avec tout public confondu parce que, bon, je ne vais pas faire non plus 850 catégories. Là, je vous les nomme, mais tantôt, même pour les albums jeunesse, il n'y a pas d'ordre. C'est juste parce que ça me venait dans cet ordre-là. Donc, tout d'abord, une BD qui m'a marqué, c'est Mimouche. C'est de Cazot et Morel. C'est publié chez Dupuis. C'est supposément un tome 1. Et on va retrouver une jeune fille qui avait une jumelle qui était très sociable, talentueuse, elle faisait du ballet classique et tout ça. Puis bon, malheureusement, il va y avoir une catastrophe, un accident avec tout le monde dans la voiture et la jumelle va décéder. Et la mère va être amputée, je pense. Il me semble que c'est des jambes ou des bras, je me souviens plus. Dans le fond, Mimouche, c'est la jumelle restante. Celle qui avant était un peu plus effacée, puis était très bien là-dedans, qui n'avait pas des goûts pareils comme sa sœur, mais qui va se ramasser à avoir le poids du deuil. Le poids évidemment, il va falloir qu'elle gère son propre deuil, mais aussi elle se met à essayer d'avoir l'impression qu'il faut qu'elle remplisse toutes les attentes que sa mère peut avoir envers elle, parce qu'elle a en voulant dire, ben, pourquoi c'est pas l'autre qui n'est pas décédé, puis c'est pas toi qui es décédé, vu que l'autre avait beaucoup d'ambition, puis qu'elle faisait beaucoup de choses. Ça a l'air terrible comme ça, mais c'est un peu ça qui se passe. Et on va suivre Mimouche qui va tout essayer pour essayer de répondre aux attentes, puis finalement, on va se rendre compte que c'est pas elle, ça. Et elle va finir par la bande à trouver une façon d'exister un peu à sa manière, et c'est de se lancer dans la boxe ou la lutte, je me souviens plus, la boxe, donc dans les poids mi-mouche parce qu'elle est vraiment tout petite. Elle a aussi eu une problématique d'arrêt de croissance suivant la mort de sa sœur. Donc, on va suivre là-dedans. C'est une histoire touchante, une histoire évidemment de deuil, une histoire à hauteur d'ado. Il y a des choses qui sont remuantes, particulièrement la réaction des adultes par rapport au deuil. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui peuvent exister, malheureusement. Et on va vraiment trouver comment la jeune fille va réussir à reprendre pied un peu dans tout ça. C'était le visuel de Carole Morel, juste on se trompe jamais avec elle. La proposition, le sujet, qui a l'air un peu à la limite anodin, mais finalement non. Les personnages, la personnage principale, comme je vous dis, le rôle des adultes dans tout ça. Il va y avoir des adultes toxiques puis des adultes qui vont aider. Donc voilà, pour Mimouche. Ensuite, Maury de Marie Collot et Noémie Marsili. C'est chez Cote Édition. Ça, c'est particulier. C'est un roman graphique qui propose une espèce de fable écologique qui se passe en fond au Japon, et c'est en hommage à un botaniste japonais qui a comme un peu changé la perception de comment on devrait faire en sorte que la place de la verdure dans la ville change par rapport à ce qu'on a en tête. Mais en fait, c'est l'histoire dans le fond d'un un enfant qui habite dans un immeuble où il n'y a absolument rien, mais où il n'y a absolument rien. Où est-ce que tout est vraiment genre des gros bâtiments en béton et tout. Mais au rez-de-chaussée, il y a un monsieur qui plante des arbres. Et ça va être son histoire à lui qu'il l'a pas facile. En fait, il vit avec son oncle. Je me souviens plus, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu. Ou bien c'est son oncle, le monsieur, je me souviens plus trop. Il est là comme temporairement, mais bref, c'est une histoire de transmission. Il va apprendre tranquillement à trouver sa place dans cette espèce de jardin-là où il n'est pas censé aller. Et puis tranquillement, il va finir par comprendre aussi, apprendre à apprivoiser les autres personnes dans le fond, ça va faire un lien en fait dans la communauté de l'immeuble. Et ça va être aussi, quand je disais transmission, c'est intergénérationnel, transmettre justement ce besoin-là de créer une verdure qui demeure. Il va y avoir des départs, il va y avoir des retours, puis au bout du compte, ce qui va rester, c'est l'essentiel de tout ça, c'est-à-dire que c'est pas vrai que des arbres, c'est juste des arbres, que des arbres dans une ville, ça peut vraiment faire comme plus qu'un poumon physiologiquement, mais ça va être un poumon aussi pour la trame sociale. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Ensuite, j'ai été complètement j'ai été sous le choc en abordant l'adaptation roman graphique de la pièce de théâtre En crise d'Annick Lefebvre. Ça a été adapté en roman graphique donc par Annick Lefebvre et illustré par Vincent Partel-Valette. C'est publié chez La Bagnole, c'est paru récemment. Et on va suivre là-dedans une adolescente qui est en colère, qui est en colère, qui a eu des réactions intenses, que tout le monde veut vraiment qu'elle essaye de régler ça. Puis c'est comme un cri du cœur de
j'ai le droit d'être en colère. Des fois, j'ai pas envie d'en parler. C'est intéressant parce que c'est à sa hauteur, à la hauteur de l'ado. C'est dans des mots qui sont sans fioriture, mais qui sont vrais, avec des illustrations qui nous permettent d'accéder vraiment à l'intériorité du personnage. Le détail de l'histoire est un peu plus loin pour moi, mais ce qui m'est resté en moi, c'est vraiment un gros coup au cœur. On connaît tous c'est quoi l'impact de la colère sur les gens, sur la personne qui la vit, sur la personne, les autres autour. Mais je trouvais que c'était vraiment un portrait de la colère qui était tellement juste, qui n'était pas non plus édulcoré, mais qui n'était pas non plus diabolisé, qui était juste vrai, crédible, palpable. Donc vraiment, cette adaptation-là, ça m'a vraiment plu. Ensuite, Tia et le monde enfoui, par Le Petit Corps et Bagnoli, c'est chez Bayard Jeunesse. Ça, c'est vraiment chouette. Il me semble que c'est un tome unique. Donc, vraiment, c'est intéressant. C'est une bande dessinée de science-fiction écologique, je dirais. Et c'est vraiment, dans le fond, on est dans un univers qui est comme nous autres, mais il y a des gens qui vont habiter dans les deuxième ou troisième niveaux sous la terre, dans les villes, parce qu'ils ont décidé de se protéger en ce temps-là, finalement. On ne les a pas toujours aidés. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources, mais qui vont finir par devenir autosuffisants. Tia vient de ces mondes-là et on leur a toujours dit de jamais aller à la surface parce que c'est dangereux. Mais Tia, sa maman, c'est une magasinière, puis c'est elle qui va aller, dans certains cas, se voyons, s'approvisionner à la surface, puis elle va toujours vouloir, Tia, essayer d'y aller puis d'aller voir. Elle va finir par aller voir qu'est-ce qui se passe, rencontrer un jeune garçon dont le père est un ingénieur un peu rocambolesque, qui lui aussi a une certaine solitude d'habiter à la surface toute seule avec qu'est-ce qu'il y a à vivre. Un père qui ne tient pas ses promesses, mais c'est juste parce qu'il est dans sa tête. Et dans le fond, c'est cette espèce de... Ça va être... on va suivre la rébellion de Tia qui veut savoir, veut découvrir, puis en faisant ça, va finir par faire cette rencontre-là et comprendre que finalement, leur monde est potentiellement en danger parce qu'à la surface, ils ont des projets de genre développement, de bâtiments et tout, qui vont forcer à creuser le sol et qui va potentiellement détruire tout leur écosystème. Donc, vous voyez un peu où on est. Les personnages sont des ados, ils n'aiment pas trop écouter l'autorité. En même temps, il y a quand même des conséquences souvent, mais c'est vraiment un effort de conciliation entre les différents besoins, les différents objectifs de chacune des communautés d'humains. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, le visuel aussi, mais vraiment le sujet intéressant, proposition que je trouve assez original. Puis les personnages principaux sont vraiment top. Il n'y a pas juste des bons et gentils dans le monde englouti et il n'y a pas juste des méchants en haut. Donc, vraiment, super belle découverte. Ensuite, un peu plus, niché et un peu plus remuant encore. Alors, c'est A Witch's Guide to Burning. C'est d'Aminder Dhaliwal et c'est publié chez Drawn and Quarterly. Et ça, c'est un roman graphique assez particulier qui propose une allégorie sur le burn-out. Mais évidemment que ça se dit sur burning parce que on va suivre une sorcière dans un monde où chaque village a une sorcière, puis cette sorcière-là est censée elle est censée, dans le fond, faire en sorte que sa magie soit au service des autres. Et quand, je me souviens plus c'est quand l'affaire avec le burning. Oui, quand dans le fond, finalement, la sorcière répond plus trop aux attentes ou que les gens sont plus satisfaits, on va tout simplement la brûler. Et les cendres de cette sorcière-là vont faire en sorte que quelqu'un d'autre dans le village, une autre jeune personne, va prendre le relais pour de nouveau devenir asservie, dans le fond, au village. Et on va suivre une de ces sorcières-là dont le processus pour être brûlée n'a pas vraiment fonctionné au complet, comme à moitié brûlée. Puis dans le fond, ça va être un peu son éveil, en même temps sa douleur, le soutien qu'elle va avoir de toutes les sorcières qui ont été brûlées, qui sont comme un peu des esprits finalement, et un peu un éveil à soi-même, un éveil à est-ce qu'il faut vraiment que ça fonctionne comme ça. La personne qui va avoir fait en sorte que
la société se retourne un peu contre elle puis qu'elle soit brûlée. C'est quelqu'un qui pourtant était proche d'elle à l'époque. Elle va tranquillement retrouver ses souvenirs, toujours en collaboration avec ces espèces d'esprits sages-là qui sont là, mais qui pourtant se font chasser, qui peuvent juste vivre la nuit. Les esprits des sorcières qui se font quand même un peu chasser. Elle va réussir à se guérir grâce à une sorcière qui, elle, se consacre à justement guérir les autres avec le principe un peu des coulées d'or, comme au Japon. Les coulées, quand il y a des poteries qui sont cassées, on va en fait recoller le tout avec une coulée d'or pour que la cicatrice soit visible. Donc, elle, ça va être un peu ça. Parce qu'en fait, euh, quand on est brûlé, ce qui arrive, c'est qu'elle devient fissurée puis sa magie s'échappe. C'est ça, en fait, qui se passe. Puis dans le fond, les espèces de réparations, ça permet que sa magie s'en aille pas, puis elle va finir tranquillement par retrouver ses souvenirs puis ses pouvoirs. Donc, c'est extrêmement intéressant. Le visuel est un peu chargé. C'était moins mon genre. La couverture est superbe à l'intérieur, c'était moins mon genre, mais quelle proposition, quelle démarche, c'est audacieux, c'est une bonne brique. Ça fonctionne, l'analogie fonctionne, l'univers est riche et bien décrit et bien déployé. Ça nous secoue, ça nous questionne. Décidément, celui-là, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu, évidemment. Trauma avertissement, là, c'est sûr que ça parle quand même du burn-out, puis c'est imagé assez littéralement, donc c'est quelque chose qui vous active. Pourtant, moi, c'est quand même un sujet qui potentiellement peut m'activer, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. J'ai eu peur de lire ce livre-là parce que j'avais peur justement que ça vienne trop me chercher, mais ça s'est vraiment bien passé. Dans un autre ordre d'idées, mais qui est quand même en lien un peu avec, disons, le fonctionnement cérébral, on a ici, différent. On a ici Femme caméléon de Mélissa Perron, c'est publié chez K.O. Éditions. Et c'est un récit, finalement, c'est le récit de l'autrice de sa vie jusqu'à ce qu'elle ait un diagnostic tardif de trouble du spectre de l'autisme. Et dans le fond, elle vit avec cette neuroatypie-là depuis toujours, mais elle n'a jamais su que c'était ça. C'est super intéressant. C'est en forme de petits chapitres sur certaines parties, comment ça peut avoir eu un impact sur sa vie au fil du temps. Quand elle était plus jeune, c'est particulièrement difficile. En vieillissant tranquillement, elle finit par se rendre compte qu'elle peut exister comme elle est. Puis qu'en fait, c'est juste que son cerveau fonctionne différemment. Les illustrations sont faites par l'autrice et c'est très parlant. J'ai trouvé ça, c'est un récit, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On est beaucoup dans, pour les femmes, les diagnostics tardifs de troubles du spectre de l'autisme sont quand même assez courants. Même chose pour le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, parce que les symptômes sont différents en fait pour les femmes et pour les hommes. C'est une enfant aussi, Mélissa Perron, qui est une jeune adulte qui avait été très médicamentée parce que justement, on traitait plus les symptômes de ça. Donc, par exemple, son anxiété, sa dépression, alors que dans le fond, elle avait quelque chose qui était une réalité sous-jacente, qui était qui était une neuroatypie, mais qui faisait que ça générait ça. Fait qu'elle, dans le fond, elle se disait juste, je vais le faire parce que dans le fond, les gens savent mieux que moi et tout ça. Donc, c'est super. Ça donne un point de vue tant simplicité, accessible. C'est pas nécessairement négatif par rapport à la société, mais c'est au contraire. C'est juste, dans le fond, le parcours d'une personne qui, heureusement, a eu l'opportunité tardivement d'avoir des réponses qui ont fait en sorte qu'elle a réussi à se retrouver et à retrouver le droit d'exister comme elle est. Mais c'est pas du tout, c'est pas triste, c'est presque lumineux comme récit. Puis les illustrations sont absolument nécessaires et marquantes. Donc voilà. Ensuite, Fleur de verre d'Eve Patnaud chez Quai numéro 5, qui est, c'est quelque chose, c'est un petit bijou d'étrangeté, mais qui est remuant et qui est émouvant. On est vraiment, encore une fois, dans une espèce d'allégorie ou de fiction un peu onirique, mais dans le fond, c'est l'histoire de une jeune fille qui est malade et son double, qui est un espèce de, qui est un robot, mais qui est exactement comme elle, et à qui on va confier la mission de vivre à la place de la jeune fille qui est malade. Et tous les soirs, elle est censée transmettre à la jeune fille, par, je sais pas, un fonctionnement quelconque, tous les souvenirs qu'elle a créés pendant la journée. Puis
qu'elle-même a vécu, qu'elle a créé pour que la jeune fille ne manque rien, même si elle était malade. Donc, ça va être cette espèce d'étrange relation-là qu'il y a entre les deux. Évidemment, l'espèce de sosie, entre guillemets, robot, androïde, techniquement, elle n'a pas nécessairement une existence propre. Mais là, plus ça va aller, puis plus elle va se poser une question, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que c'est correct finalement que je vive comme ça à la place de l'autre personne? Est-ce que je peux entrer en communication avec l'autre? Elle a pas le droit, ils n'ont pas le droit de se parler à part juste quand ils font la transmission, dans le fond, des souvenirs. Et d'un autre côté, on va avoir le point de vue de la jeune fille qui est malade, puis euh, est-ce que ça l'aide vraiment d'avoir des souvenirs comme ça? Évidemment, ça, c'est parti de ses parents qui voulaient justement s'assurer qu'elle manque de rien, mais dans le fond, plus ça va, puis plus on se rend compte que peut-être que c'est pas exactement ça qu'elle a envie de vivre. Peut-être qu'elle a envie d'essayer d'en vivre un petit peu, même si c'est pas pour longtemps, mais que finalement, les souvenirs qu'on lui force comme ça, c'est pas quelque chose qui l'aide. C'est tellement beau. Les illustrations d'Eve Patnaud sont absolument sublimes. Je l'avais découverte quand elle avait fait un album en collaboration avec Simon Boulris. Elle a fait des illustrations, mais là, dans ce cas-ci, elle est toute seule à la barre et c'est totalement réussi. Le côté fin, onirique est là, autant dans les illustrations que dans ce qui est proposé. Et c'est vraiment une intrigue qui fait se questionner sur, justement, ben, à la limite presque pas l'IA, là, mais tu sais, comme là, dans le fond, la personne, pas la personne, mais je dis la personne, voyez-vous, le robot qui est là pour remplacer, techniquement, pour aider la personne, la jeune fille, pour en vivant sa vie à sa place, se demande juste s'il y a une existence, est-ce qu'elle a une identité propre? Donc ça, c'est des questionnements qu'on a souvent par rapport à l'IA, mais c'est pas négatif, c'est pas épeurant, c'est juste un vrai questionnement. Puis la jeune fille qui dit juste, ben, je sais que vous essayez de m'aider, mais en même temps, ça m'aide peut-être pas tant finalement. En tout cas, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ensuite, le seul que j'ai ici, le premier tome, je n'ai pas lu les autres encore, donc de Planetarium Ghost Travel. C'est un manga de Sakana Sakatsuki. C'est publié chez Le Renard Doré, qui est un label des éditions Rue de Sèvres. Et dans Planetarium Ghost Travel, euh, on va évoluer aux côtés de 303, qui est un agent de la compagnie Planetarium Ghost Travel, qui est assez mystérieux. Puis, dans le fond, son rôle, c'est de visiter les planètes, je vais lire en arrière, les planètes endormies, où les habitants sont plongés dans un sommeil sans réveil. Et, dans le fond, il va aller là-bas pour essayer de les rencontrer et de s'assurer de préserver les souvenirs de chaque personne. Et à travers leurs souvenirs, dans le fond, l'espèce de culture d'un monde qui est en train de disparaître. Donc, c'est vraiment un agent qui se promène de planète en planète. C'est un peu difficile de décrire ça. C'est un peu un principe tranche de vie, mais tranquillement, vers la fin, on comprend que potentiellement, il y a un fil rouge. Et parce qu'on va finir par essayer d'en apprendre un peu plus sur l'agent 303, qui c'est bien clairement mis de l'avant, je crois. Et pas sans rappeler, même pour la couverture, dans le fond, le petit prince qui se promène de planète en planète. C'est tout beau, c'est épuré comme visuel, mais en même temps, à chaque fois, dans le fond, à chaque planète, une espèce de tranche de vie qui va se passer. Puis, en tout cas, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est comme apaisant, envoûtant, mystérieux. On a envie d'en savoir plus. J'ai mon deuxième tome qui m'attend. Je pense qu'on est rendu à 3 tomes. Je ne sais pas si ça va être une trilogie ou il va en avoir plus, mais ça vaut absolument le détour. Et enfin, dans cette catégorie-là, je ne l'ai pas avec moi, mais encore une fois, un roman graphique très remuant. Donc, décidément, c'est l'année des romans graphiques remuants. Et c'est Mom de Catherine, c'est chez Pau Pau. Dans cette espèce de roman graphique échevelé-là, qui est un peu, si je me souviens bien, le visuel est très... il me semble que c'est quelque chose comme crayon de bois sur papier texturé ou pastel sec sur papier texturé. Donc, ça fait un peu un effet échevelé. On va avoir, dans le fond, il me semble bien, là, c'est loin, une jeune fille qui va avoir à gérer le fait que sa mère est en CHSLD. Et comme dans ses derniers milles. Puis ça va vraiment être son accompagnement. C'est une jeune fille qui n'est pas très vieille, que sa vie et tout. Puis ça va être un accompagnement par rapport à ça, par rapport à comment on peut garder un lien, par rapport à différents
état des CHSLD. C'est pas mentionné que c'est des CHSLD, là, mais dans le fond, vraiment, comment elle va être dans une petite chambre et tout. C'est leur lien entre elles. Il y a beaucoup de moments qui sont un peu hors du temps, un peu, pas féerique, mais un peu, on est presque dans l'imaginaire. En même temps, tout le long de ça, on a quand même le côté fin de vie. Donc, c'est sûr qu'attention pour traumavertissement, ça demeure une histoire de fin de vie. C'est pas, c'est bien dosé comment c'est amené. On est quand même plus dans l'analogie ou dans la métaphore quand on nous en parle, mais les émotions sont vraies, sont puissantes. Il va y avoir aussi, il me semble qu'il y a un peu le après aussi. Je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Voyez-vous, ce qui m'est resté, c'est l'émotion que j'ai vécue quand j'ai lu ce livre, ce roman graphique-là. Mais le détail de l'histoire, voyez-vous, ça m'a déjà un peu parti, mais ça vaut la peine. C'est une lecture choc, c'est sûr. Comme je vous dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient juste de vivre ça, c'est peut-être pas l'idéal de le lire maintenant, mais décidément, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Cette créatrice-là, je la connaissais pas. Je sais pas si c'est son premier roman graphique, mais définitivement, je vais lire autre chose de sa part. La composition visuelle, le découpage est extraordinaire. Il y a vraiment une super belle utilisation de tous les espaces dans la page. On n'est pas juste dans les cases découpées. Donc voilà pour les romans graphiques. On poursuit ensuite avec les romans ados et jeunes adultes. Ça, j'en ai quand même pas mal avec moi finalement. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai été marquée par un autre titre de la collection. Il me semble que c'est Micro, mais je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est Micro chez Courte Échelle. Et c'est Kuba de Laurie Léveillé. Encore une fois, ce sont des très courts récits à hauteur d'ado qui abordent des sujets qui sont vraiment pas évidents. On va être beaucoup dans le monologue intérieur. Dans ce cas-ci, ça va être une ado qui va finir par admettre à sa meilleure amie que elle croit avoir été agressée dans un party. Et parce qu'avec malheureusement les drogues, elle a comme pas un souvenir clair. Et ça va être comment elle va gérer. On a le pendant, puis on a le après. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est une agression. Mais comme elle n'a pas beaucoup de souvenirs, c'est encore plus difficile de se dire il faut que je fasse quelque chose parce que dans le fond, je m'en souviens pas. Mais elle a été agressée. C'est super bien amené. C'est évidemment un coup de poing, bien entendu. Ça nous fait nous poser encore une fois des questions. On n'est pas encore dépassé cette fameuse culture là, malheureusement, qui sévit encore une fois dans les parties ados, jeunes adultes, puis même adultes. Donc, ça vaut la peine. Une lecture courte. Moi, je l'avais écouté en livre audio. La version audio est extraordinaire, comme pour tous ces opuscules-là. Donc, si jamais vous voulez découvrir la version audio, ça vaut absolument le détour. Ensuite, je vais y aller avec Bonjour, mon cœur de Fanny Britt. C'est publié chez Le Cheval Doux. Ça va être, en fond, on va y suivre une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Bernadette et qui, lorsqu'elle va faire son concert de fin d'année, va avoir une espèce de malaise, puis elle va être convaincue qu'elle a une maladie cardiaque majeure. Puis évidemment, bon, puis rapidement, elle va devoir aller passer ses vacances, je pense que c'est Kamouraska, dans sa famille, puis elle va se trouver un travail, mais tout ce temps-là, ça va être comment elle va gérer le fait qu'elle est convaincue qu'elle a une maladie cardiaque, elle ne veut pas en parler. Évidemment, on va parler ici d'anxiété, donc traumavertissement, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, mais c'est quelque chose que la jeune fille va apprendre à ne pas laisser la définir. C'est pas magique, mais c'est vraiment une jeune ado qui, tranquillement, arrive à prendre la décision d'essayer de reprendre le contrôle sur sa perception des choses. C'est tellement bien écrit. C'est Fanny Britt, sa plume, c'est ado, jeune adulte, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle positif de quelqu'un qui vit avec l'anxiété généralisée, mais qui passe pareil par tous le passage vers l'âge adulte que n'importe quel ado par lequel n'importe quel ado pourrait passer. Donc, c'est ça que je trouve ça intéressant. C'est pas nécessairement quelqu'un qu'on va cloîtrer. C'est ça la réalité aussi quand on est ado puis qu'on vit quelque chose comme ça. Ça veut pas dire qu'on sera pas en mesure de faire des choses. C'est juste que potentiellement, on va falloir les faire peut-être différemment ou être plus à l'écoute de nous-mêmes. Mais on est vraiment beaucoup aussi dans le
c'est super important d'en parler, mais c'est pas facile quand on est ado. En tout cas, ça m'a ému ce livre-là. Il a fallu que je m'arrête plusieurs fois parce que ça m'a fait monter les larmes aux yeux, mais moi, bon, de mon côté, c'est parce que c'est quelque chose qui avait des résonances en moi, mais c'est pour vous dire à quel point c'est bien fait. Donc, voilà pour le Fanny Bate. Ensuite, complètement autrement, on est vraiment dans la fiction. Le nouveau Christelle Dabos, donc Nous de Christelle Dabos, publié ici chez Gallimard Jeunesse. Christelle Dabos qui nous avait plus habitués à, mettons, du fantasy potentiellement. Là, dans ce cas-ci, elle a fait dans la dystopie, puis c'est super intéressant. On est dans un monde où chaque humain a comme un instinct qui s'éveille et un instinct qui est en lien avec des habiletés particulières. Par exemple, je sais pas moi, avoir une impulsion de nettoyer les choses, ben ça devient un instinct. Et c'est cet instinct-là qui va déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Par contre, et cet instinct-là va servir le nous, qui est comme la société en tant que telle, qui est comme une espèce de un gros dogme. On va voir Goliath, dont l'instinct est d'être un protecteur, et Claire, qui, elle, a un instinct de confidente, mais que derrière cet instinct-là va se cacher un super grand secret. C'est pas anodin qu'on suive ces deux personnes-là. Ça va, évidemment, que ça nous amène dans un moment où, évidemment, dans une société où on pourrait être déterminé par nos aptitudes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même depuis un bon moment dans la fiction et la science-fiction, mais c'est pas si une fiction que ça. On sait que, évidemment, que ça pourrait avoir un impact éventuellement si on arrive à analyser les gènes puis faire en sorte qu'on détermine que c'est à l'avance que des personnes à leur naissance ont telles aptitudes puis que finalement on va obliger à ce qu'ils se dirigent vers un type de carrière pour que ce soit au service de la communauté. C'est pas quelque chose de si loin de ce qui pourrait exister maintenant. C'est très bien fait. Les personnages sont bien campés. Le monde est très bien développé. C'est prenant, c'est haletant, c'est mystérieux. Plus ça va, plus on en apprend, plus moins on est rassuré, plus on s'attache aux personnages, moins on a envie qu'il leur arrive quelque chose. Les personnages qu'on rencontre sont ni tout noir ni tout blanc. Donc, on est vraiment dans le côté de, comme lecteur, est-ce que je m'attache à une personne qui finalement a tellement de grande part d'ombre que ça va être délicat de m'y être attaché? Et inversement, est-ce que je rejette une personne qui a une grande part d'ombre, mais que finalement, peut-être que finalement, c'est quelqu'un à qui je devrais un peu plus faire confiance? Évidemment, est-ce que l'inné est l'acquis? Est-ce que ça nous détermine ou pas? Hyper bien fait, extraordinaire. Moi, je l'ai écouté en livre audio et la version audio aussi, cette fois-ci, est vraiment, vraiment, vraiment à découvrir. Ensuite, j'ai celui-ci qui est le tome 2 d'une série qui est Petit meurtre entre amis de Sophie Gagnon-Roberge. Donc, c'est le tome 2 Mensonges, publié chez Les Malins. Donc, Petit meurtre entre amis qui est une série qui est plus une série globale, mais ce ne sont pas les mêmes personnages qui vont revenir. Ça se passe habituellement dans des écoles secondaires et dans ce cas-ci, ce n'est pas, ça fait pas exception. Puis je pense que je vais lire la quatrième de couverture, ça va être plus adéquat parce que je ne vais pas trop vous en donner, parce que c'est comme un trailer, n'est-ce pas? Quand le dealer de drogue de l'école est tué dans les vestiaires, qui est le principal suspect? A. Le joueur de football qui lui a juré qu'il se vengerait. B. L'ex-copine en colère. C. La nouvelle qui a déjà commis un meurtre et dire qu'elle comptait passer inaperçue. On est là-dedans. C'est le deuxième tome de cette série-là. J'avais lu le premier que j'avais adoré. Celui-là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai encore plus été emportée par celui-ci que par le premier. Et c'est peu dire. On est vraiment dans à la fois des problèmes d'ado, donc quelqu'un qui va arriver dans une nouvelle école, une ado, qui arrive avec des choses qu'on sent qu'elle ne veut pas dire. On va être vraiment dans tout ce qui est adolescence, rumeurs, préjugés, mais confronté aussi à quelque chose de très grave, évidemment, comme la mort de quelqu'un. Et comment on peut comment on peut survivre, entre guillemets, à ça en tant qu'ado, d'autant plus qu'il semble avoir vraiment des choses qui sont des non-dits. C'est un thriller qui a un rythme haletant, assez court chapitre, niveau...
on alterne, en fait, on a de l'introspection d'ado, on a des bribes d'informations qui vont nous arriver, on a des amis qui sont là, qui vont venir un peu soutenir et ou peut-être pas nécessairement. C'est haletant, on s'attache au personnage principal, on se demande nous-mêmes, encore une fois, un peu comme dans nous, si on est en train de faire confiance à quelqu'un à qui on ne devrait pas faire confiance. Donc, fiabilité du narrateur ou des gens qui sont là. Excellent. Si vous n'avez jamais lu Sophie Gagnon-Robert, elle a fait plusieurs choses. Elle a fait de la poésie pour ados. Elle a fait, ben, pas de la poésie, mais des opuscules en vers libre pour ados, donc qui abordent des sujets particuliers, dont un qui est sur le suicide, qui est vraiment marquant, un autre sur le TDAH. Mais dans ses romans, c'est le deuxième tome et je vous dis, elle est partie, elle, pour la gloire. Ça vaut la peine vraiment que vous le découvriez. C'est pas grave si vous ne commencez pas par le premier, mais je vous dirais commencez par le premier pour au moins vous donner une idée. Tout est bien développé, mais vraiment, celui-ci, je l'ai lu cette année et c'est clair qu'il va en avoir. Il me semble qu'il y a un autre qui s'en vient. Je sais qu'elle va faire aussi potentiellement un autre roman pour adultes qui s'en vient aussi. Une autrice à découvrir, Sophie Lee, si vous ne la connaissez pas. Sophie Gagnon-Robert chez sophielie.ca aussi, si vous ne le saviez pas. Donc, quelqu'un qui se spécialise en littérature ado, qui est une ancienne enseignante, qui donne des conférences et qui se consacre à faire en sorte que la littérature ado, en fait, que les ados, qu'on soit capable de leur faire donner la piqûre de la lecture. Donc, c'est ça un peu son bagage, mais là, finalement, elle vient de sauter depuis un certain nombre d'années du côté des autrices et c'est, ma foi, extrêmement réussi. Ensuite, aucun rapport, mais j'ai lu aussi, enfin, avant le film The Wild Robot de Peter Brown, qui est le premier tome d'une trilogie, puisque j'ai les 2 autres tomes, et qui est roman jeunesse, excellent, touchant, oh, que c'est beau. Oh, juste en parler, je suis encore émue. C'est, dans le fond, la prémisse, c'est « Can a robot survive in the wilderness? » Donc, est-ce qu'un robot peut survivre dans la nature sauvage? C'est un robot qui est en morceaux, une cargaison de robots, qui va s'échouer sur une île déserte où il y a une grosse faune bien vivante et qui, par un concours de circonstances, va s'activer en tant que robot et va finalement, comme c'est un robot qui a une intelligence artificielle apprenante, donc qui se développe en fonction de son environnement et des gens qu'il va rencontrer, dans le fond, on va apprendre à vivre dans la nature sauvage auprès de la faune, alors qu'il est un robot. Ça va être son évolution dans ce contexte-là. Les gens vont se méfier, bien entendu, du fait que c'est une créature en métal, mais c'est l'apprentissage d'une humanité qui n'était peut-être pas prévue au menu pour ce robot-là. D'autant plus que vers la fin, on va apprendre certaines réalités qui vont nous faire comprendre un peu plus d'où vient ce robot-là, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a une cargaison de robots comme lui qui se sont retrouvés sur cette île-là. C'est surtout l'histoire d'un lien très fort qu'il va développer avec un bébé canton, oiseau, et mon Dieu. Oui, dans le fond, il s'appelle Rose. Elle s'appelle Rose. La robot, finalement. Je pense pas qu'il le mentionne, mais je me souviens. Puis dans le fond, elle va comme devenir un peu l'espèce de mère adoptive d'une jeune créature. Il me semble que c'est un canton, je ne suis pas sûre. Et c'est tout ça. Puis en même temps, c'est le lien qu'elle va développer avec la faune. Et le fait qu'éventuellement, elle ne pourra peut-être pas nécessairement rester sur l'île. En tout cas, je sais que le film est sorti. J'ai eu des très bons retours de ce film-là. Je ne l'ai pas encore vu parce que j'avais peur un peu d'être déçue. Mais Peter Brown, c'est un auteur pour la jeunesse que j'ai connu plus dans les albums, que j'adore et qui vaut absolument la peine d'être découvert. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, The Wild Robot, c'est aussi traduit en français. Ensuite, oui, 850 000 ans plus tard, j'ai fini par lire. Je suis déjà rendue au 2e tome, mais j'ai lu cette année le 1er tome de la série À la croisée des mondes, donc Is Dark Materials de Philip Pullman. Celui-ci, c'est The Golden Compass, qui est le 1er tome. Et je ne sais pas trop si j'ai vraiment besoin de vous en parler, mais on est vraiment dans un monde où on va suivre Lyra qui vit dans une version de Oxford qui est un peu en parallèle avec la version réelle d'Oxford. Et c'est une version où l'âme des gens n'est pas à l'intérieur des humains, mais bien
à l'intérieur d'un ce qu'on appelle un demon, qui est comme une espèce de créature qui représente un peu leur essentiel, leur essence et tout ça. Et Lyra, elle est élevée dans une école en tant que telle, elle ne sait pas trop beaucoup, elle ne sait pas trop sur sa famille, elle connaît juste son oncle et tout. Elle va finir par comprendre qu'il semble avoir une problématique, quelque chose de terrible qui se passe à quelque part au nord où son oncle va aller, que peut-être qu'il y aurait des gens qui essaieraient de séparer les enfants de leurs démons. Donc de les rendre sans âme un peu. Et elle va finir par s'impliquer, partir là-dedans à la suite de son oncle qui, sous découvert d'expéditions, de découvertes scientifiques, est en fait potentiellement impliqué dans essayer de rebalancer les choses au niveau de ce qui est en train de se passer là, qui est une espèce qui est très politique, social, intéressé. C'est extraordinaire, évidemment, c'est du fantasy. Elle va faire diverses rencontres, des rencontres qui sont touchantes, des rencontres qui sont inespérées, inattendues, d'autres qui auraient été mieux qu'elle ne fasse pas. C'est enlevant, j'ai lu le deuxième tome, c'est encore plus... on va encore plus loin dans le parallèle entre les deux Oxford. Ça fait bien travailler les méninges, ça fait bien se poser des questions sur la société, sur l'humain. On voit quand même le côté sombre de l'humain, je vous dirais. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de amitié impromptue, mais importante, apprendre à faire confiance à des gens qui sont différents de nous et tout, mais c'est excellent, très enlevant et tout. Et finalement, je vais vous parler d'Olivetti que j'ai lu récemment. Donc, Olivetti, c'est d'Ali Millington, publié chez Fayvel and Friends. Et cette fois-ci, on va suivre en fait l'histoire d'un jeune garçon qui semble pas bien vivre sa vie. On sent que dans sa famille, c'est une famille nombreuse. Tout le monde fonctionne bien, mais lui, il fonctionne pas super bien. Et il est obligé d'aller voir un psychologue, mais ça ne tente vraiment pas. Et cette histoire-là nous est racontée du point de vue d'une machine à écrire, donc de Marc Olivetti, qui, elle, a été témoin de tout ce qui s'est passé dans cette famille-là depuis un bon nombre d'années. Donc, c'est intéressant, c'est un point de vue différent. Éventuellement, cette méchante écrire-là aussi, c'était la grande complice de la maman de cette famille-là. Mais là, on sent qu'avec l'arrivée des ordinateurs et tout, c'est en train de s'atténuer et quelque chose. Et on sent aussi qu'il y a quelque chose qui tourne un peu carré dans cette famille-là, mais on ne sait pas trop. Or, un bon matin, malheureusement, Olivetti, donc la machine à écrire, va se retrouver dans un pawn shop parce que la maman va être allée la vendre. Et le jeune garçon qui refuse un peu de se... qui a de la misère à sortir de sa coquille, qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose un petit peu dans un passé récent, mais qu'on ne sait pas ce que c'est, va finir par un peu comprendre, ça va lui mettre la puce à l'oreille, cette affaire-là, il va finir par aller retrouver la fameuse Olivetti, rencontrer des gens au passage, et finir par essayer de démêler qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que la Olivetti s'est ramassée là, qu'est-ce qui se passe dans sa famille, qu'est-ce qui se passe avec sa mère, et il va devoir un peu faire face au fantôme ou à ce qui le traumatise un peu de son passé récent. C'est super bien écrit. C'est d'un point de vue original. Olivetti, il y a deux points de vue. Dans le fond, il y a le point de vue d'Olivetti puis il y a le point de vue du garçon qui s'appelle blablabla. C'est la famille Brindles. Ernest. Donc, Ernest, en fond, va... on a le point de vue d'Olivetti et d'Ernest. Donc, on va avoir Olivetti qui va justement donner le point de vue de quand il se ramasse à un endroit isolé de la famille et de Ernest qui, lui, va essayer justement de retrouver cette machine à écrire-là. Puis, par le biais de la machine à écrire, va finir par avoir un certain dialogue, un peu comme la machine à écrire va briser son code de machine à écrire et un peu répondre par le biais de ses touches à Ernest. Bref, absolument à découvrir. Ça a été traduit récemment en français. Je pense que c'est chez Gallimard. Sujet pas évident, par contre. Donc, très avertissant potentiel, mais hyper bien amené. Donc, à découvrir absolument. Est-ce que vous êtes encore là? C'est vraiment plus long que prévu. Alors, on va poursuivre avec les romans adultes. Alors, tout d'abord, j'ai découvert cette année, et quelle belle découverte, Becky Chambers. En fait, non, je l'avais découvert l'année passée avec sa série The Monk and the Robot. Ça m'avait plu.
Mais là, j'ai découvert la série Wayfarer, donc le tome 1 ici, The Long Way to a Small Angry Planet, de Becky Chambers, qui est une série de... C'est pas exactement du space opéra, mais ça se passe dans l'espace. C'est un nouveau genre un peu que Becky Chambers a comme créé, qui s'appelle supposément le Solar Punk, qui est, mettons, à part du cyberpunk, mais c'est de la science-fiction qui est comme bienveillante. On va suivre en fait plusieurs protagonistes, dont une personne qui vient de la planète Terre, qui s'est exilée, on comprend pour des raisons. Elle a dû le faire. Elle était potentiellement en danger, entre guillemets, direct en raison de, on comprend un peu sa famille. Elle va être embarquée sur un vaisseau qui s'appelle le Wayfarer, qui se promène, qui est un vaisseau, un tunnelier, je pense, qui sa fonction, c'est de créer des tunnels dans les galaxies pour que les gens puissent passer d'un espace à l'autre assez rapidement. Ce vaisseau-là va être un vaisseau multi-espèces, donc plein d'espèces qui viennent de la galaxie, qui apprennent à cohabiter ensemble, et plus une intelligence artificielle qui est assez particulière, qui s'occupe du vaisseau, mais qui aussi est un personnage en soi. Donc, on va les suivre. C'est un roman d'aventure, un roman particulièrement axé sur les relations interpersonnelles, interespèces. Évidemment qu'il y a une aventure, évidemment qu'il y a des péripéties, des moments où ça va se passer moins bien, des moments qui sont haletants, mais c'est surtout, c'est tellement, c'est lumineux comme roman, en même temps, ça nous fait gros réfléchir. En même temps, on n'est pas non plus en train de souligner que c'est un roman à message, mais en tout cas, si j'avais jamais lu Becky Chambers, puis que The Monk and the Robot, c'est quand même plus philosophique, celui-là, c'est plus, c'est autrement. Ça l'est un peu, là, mais on passe vraiment par l'aventure spatiale. Fait que si jamais vous voulez tenter le coup, ça vaut la peine pour Becky Chambers. Ensuite, évidemment, récemment, j'ai écouté le fameux La chambre vide de Laurent Mauvigny, publié aux éditions Minuit. Moi, je l'ai écouté en livre audio avec une version qui était excellente. Bon, on sait que La chambre vide de Laurent Mauvigny a gagné le prix Goncourt. C'est particulier. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est un giga opuscule qui, par le biais de l'histoire d'une maison, donc c'est un peu le principe, c'est pas Olivetti, là, mais c'est encore la maison un peu qui nous parle. Donc, c'est un personnage qui doit revenir dans une maison, puis qui, en retrouvant certaines choses, va comme un peu revivre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de sa famille. C'est la petite histoire en lien avec la grande histoire. C'est secret de famille. Je sais pas comment décrire ça. C'est comme une broderie humaine à travers les ans, à travers les âges. C'est tout ce qui est perfectible de l'humain, donc on n'est pas non plus dans tout ce qui est beau. Et voyez-vous, j'ai de la misère à en parler, ça se résume plus ou moins bien, La chambre vide de Laurent Mauvigny, mais c'est un livre qu'il faut vivre, je pense. C'est une plume qui est extrêmement articulée, extrêmement fleurie, qui n'est pas sans rappeler la plume de Proust, mais qui est vraiment pas hermétique. Donc, quand je dis pas sans rappeler la plume de Proust, c'est qu'on a encore des phrases qui font 850 ans, mais c'est absolument abordable. Si jamais vous n'osez pas vous lancer dans Laurent Mauvigny, celui-là, parce qu'il y en a écrit vraiment d'autres, je vous dirais, allez-y avec le livre audio, ça vaut absolument la peine. Mais même en papier, ça peut être, parce que c'est une grosse brique, fait que des fois, ça peut peut-être vous impressionner. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une espèce de tranche de vie puis une tranche d'histoire, mais avec un point de vue particulièrement original, puis qui va nous pousser à la réflexion, à l'introspection, à la mise en perspective, mais qui nous permet quand même de nous attacher en quelque sorte à des personnages qui n'en sont pas exactement. Je ne sais pas comment vous en parler, mais vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, complètement à l'opposé, j'avais comme une gigabrique et un opuscule minuscule, donc Rumba Mariachi de Fabrice Caro, publié ici chez Esquif. Ça, c'est encore une fois quelque chose. Attention, trop avertissement, là, c'est comme pas évident. C'est je sais pas comment dire. C'est une nouvelle, dans le fond, particulière. Fabrice Caro, il a le don de nous surprendre et de nous trouver à l'endroit où on ne l'attendait pas nécessairement. Donc, c'est une nouvelle qui nous propose de suivre la journée de quelqu'un qui était sur le point de mettre fin à ses jours
et qui, parce qu'il a répondu au téléphone au moment où il allait mettre fin à ses jours, un peu par réflexe, va se retrouver dans une aventure rocambolesque, absolument, dans une journée qui n'était pas censée avoir lieu. C'est du Fabrice Caro à son meilleur. C'est tout court, c'est habile, ça choque un peu. Vraiment, ça vaut la peine. Je vous dis, je pense que ça fait même pas 50 pages. 30 pages. Comment en arriver à quelque chose qui est aussi marquant, qui a réussi à faire mon top de 2025 avec 30 pages. Il y a juste Fabrice Caro qui peut faire ça. Mais attention, ça dérange. Hein? C'est quand même un sujet qui n'est pas évident. Ça dérange, mais ça vaut la peine de le découvrir. J'en parlerai pas plus parce que, bon, 30 pages. Ensuite, ça va être tous des auteurs, nouveaux auteurs que j'ai découverts. Je vais y aller un peu plus rapidement, mais quand même. J'ai découvert, je ne sais pas comment prononcer son nom, Satu Rama, je crois, avec sa série Hildur. En fait, son premier roman, Hildur, je pense que c'est pas le nom de la série, mais c'est pas grave. Ça se passe dans les Fjords de l'Ouest en Islande. Et on va suivre Hildur, qui est qui était avant travaillait pour le département des enfants disparus. Parce que quand elle était jeune, elle a 2 de ses sœurs qui ont disparu de façon inexpliquée et que ça a un peu teinté sa vie, puis ça fait en sorte qu'elle a fini par se consacrer à ça. Mais là, on l'a su quand elle est dans les Pierres de l'Ouest, alors qu'elle a comme quitté cette espèce de division-là, puis elle est devenue simplement inspecteur de police dans les Pierres de l'Ouest, et on va la suivre dans une de ses premières enquêtes, ben pas une première, mais une enquête en tant que telle, qui va en plus mettre en scène quelqu'un qui vient en stage, qui est en réorientation, qui vient, il me semble que c'est Finlande ou Norvège, qui est là, qui va être un peu son stagiaire, ça va faire un duo absolument atypique. C'est un homme, un papa qui est qui est en instance de divorce, dont l'ex essaye de prendre la garde complète de ses enfants, puis qui est comme revenu là pour essayer de se réorienter parce que c'est pas ça qu'il faisait de sa vie avant. Et il va se ramasser justement à travailler en collaboration avec Hildur. C'est fondamentalement humain, c'est fondamentalement noir. C'est une série dans laquelle il peut avoir potentiellement des liens indirects ou directs avec les inspecteurs en tant que tels quand il y a des histoires. Donc, une plume absolument à découvrir. Le deuxième tome est déjà sorti, c'est Rosa et Björk. Voilà. Ensuite, j'ai lu mon premier Taylor Jenkins Reid, qui est, j'ai lu Atmosphère pour commencer. Je l'ai écouté. Ça m'a vraiment marqué. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur, il n'était pas dans les 5 étoiles, mais parce qu'à un moment donné, c'était comme un peu trop... À la fin, c'était très excessivement émotif, ça m'a un peu dérangé. Mais ça m'a vraiment... Le sujet, la façon de l'aborder, le développement des personnages dans ce roman-là m'ont vraiment marqué. Donc, on va suivre en fait 2 femmes qui vont se retrouver par la force des choses, ou en tout cas, c'était pas nécessairement prévu, à être dans les premières femmes à entrer dans les équipes de la NASA pour aller justement dans l'espace dans un moment où c'est pas bien vu. Et on va suivre leur parcours au sein de ça jusqu'à se préparer. Dans le fond, ils sont comme dans les espèces de... La NASA recrute, fait qu'ils sont comme dans des espèces de cohortes. Puis éventuellement, il va y avoir des futurs voyages en navette spatiale, c'est ça. Et puis, bon, éventuellement, ils vont finir par être sur ces navettes-là. Ça va être le développement, la découverte des relations humaines, la découverte de ces 2 personnages-là, de leur rôle, de la femme dans la société, de comment la NASA perçoit ça, et éventuellement, lorsque il y aura potentiellement voyage dans l'espace, ça ne va pas nécessairement se passer comme prévu. C'est un roman qui est une explosion d'émotions. La plume, je ne pense pas qu'on peut vraiment rester indifférente à cette plume-là. Comme je vous dis, dans certains cas, pour moi, elle était un peu excessive, mais je ne peux que reconnaître que c'est très efficace, qu'on ne peut pas rester, comme je vous dis, indifférent à ça. Et c'est surtout que je trouvais ça intéressant comme sujet, les femmes dans la NASA, moi, ça va toujours me fasciner. Et c'est très aussi, on est sur l'ouverture à la diversité au niveau des orientations sexuelles aussi. Donc, c'est intéressant, je trouve. C'est amené comme ça, sans en faire un tambour et une trompette, même si ça a quand même un impact important. Donc, celui-là, ça m'a marqué. Nouvelle autrice, pour moi, je sais que c'est pas nouveau pour tout le monde, mais ça m'a marqué. Ensuite, c'est pas nouveau, là, j'aurais pu vous parler. J'ai lu
5, je pense, livres de cet auteur-là cette année. Fallait bien que je vous en mette un, mais je vais mettre le plus récent, donc Coffin Road de Peter May. Peter May. Hein? Auteur écossais, les Hébrides, donc cette espèce de... les îles qui sont proches sur la côte de l'Écosse, qui sont un de ses personnages, entre guillemets, favoris. Dans celui-ci, on est dans un retour vers les Hébrides avec un des personnages de la tétralogie de l'île de Lewis, que j'ai lu au complet, que j'ai terminé cette année. Mais on est surtout dans un roman avec 3 points de vue différents qui vont éventuellement finir par se recouper, mais pas d'une façon, la façon dont on avait prévu. Et qui est un roman à la fois, qui est un roman policier avec une dimension écologique forte. Donc ça, pour moi, ça a été encore plus... mais Peter May, je suis déjà convaincue. Mais ça a été complètement quelque chose qui m'a séduite pour ça. Donc, j'en dirai pas plus parce que ça vaut la peine de vraiment le découvrir par vous-même. Moi, je l'ai écouté en livre audio pour Coffin Road parce que narrateur avec accent écossais, je trouve que ça donne vraiment une possibilité de se plonger encore plus. Aucune idée s'il a été traduit. Mais en tout cas, voilà, Peter May. Je vais pas arrêter de vous tanner pour que vous le découvriez. Et enfin, une découverte aussi d'une autrice qui est Max Monaghy. Donc, c'est Sombre de Max Monaghy, publié chez Seuil. Je l'ai aussi écouté en livre audio. Et cette fois-là, ça a été une découverte assez intéressante parce que ça va être une série qui commence, je pense que c'est les Victor Caran. Et c'est une série qui met de l'avant un point de vue différent dans les enquêtes. C'est le point de vue d'un psychologue qui, dans ce cas-ci, travaille en milieu carcéral. Donc, ça va être un peu plus un point de vue de profiler, mais qui, bien entendu, comme tout bon psychologue, a beaucoup de choses à régler pour lui-même. C'est très troublant. C'est quelque chose qui, clairement, n'est pas... s'entremêle avec la vie des personnages principaux. C'est sombre, ça nous rentre dans le cœur. Le personnage principal est intéressant parce qu'il est plein d'aspérité, mais cette plume, elle écrit tellement bien, Max Monaghy, donc définitivement, je vais suivre les autres livres de sa série. Celle-là, en tout cas, de Victor Caran. Elle en a fait d'autres, je pense, qui sont hors série Victor Caran, mais celle-là, je vais les suivre, c'est sûr. Et enfin, on va terminer avec 3 mentions spéciales. Parce que j'avais envie de vous en proposer quand même. Moi, souvent, je suis à la recherche de ça. J'ai décidé de faire des mentions spéciales cette année pour des romans. Je ne savais pas comment les qualifier parce qu'ils ont différents genres, mais c'est des romans un peu feel good de qualité. Là, je m'excuse d'avoir dit ça comme ça. Pas parce que les feel good ne sont pas de qualité, mais parce que dans ce genre-là, comme dans d'autres genres, il peut y avoir malheureusement des fois des romans qui sont faits, disons, un peu plus à la va-vite, avec des formules pas très subtiles, dont on voit beaucoup les rouages. Ça va arriver, comme ça arrive dans les Cozy Mystery, comme ça arrive dans... Donc, souvent, les feel-good, moi, j'avais comme une espèce de préjugés par rapport à ça. Mais ma foi, quand c'est proposé par des autrices ou des auteurs qui ont de la verve, ont une plume agile, mais comme c'est agréable à lire. Mais vraiment, c'est des lectures de plaisance mémorables. Je vais appeler ça comme ça. Donc, 3 lectures de plaisance mémorables pour cette année. Tout d'abord, ça c'est plus un roman, feel good, humain. Donc, 4 clémentines éparpillées d'Élise A. Héroux, publié chez Édito. Moi, je l'ai écouté en version audio proposée par Radio-Canada sur Audio, dans leur plateforme numérique. Et destin de 4 femmes qui habitent dans 2 duplex collés, qui ne se connaissent pas toutes nécessairement, mais qui, par le biais du fait qu'une de ces femmes-là va éventuellement faire une chute dans l'entrée et va devoir être hospitalisée, ben ça va les forcer à comme se rencontrer. C'est tellement bien écrit. C'est plein d'humour, c'est plein de... Il y a des personnages singuliers, il y a une personne qui sort jamais de chez elle parce qu'elle a plein de tocs. Il y a... je sais pas, il y a des gens, une personne qui sort avec un homme plus jeune puis elle a peur du jugement, mais c'est tellement bien écrit. Les personnages, on y croit. Les personnages sont touchants. Chaque personnage qu'on pensait bien connaître finit par avoir un revirement aussi par rapport à sa personnalité. On sort de là, on a envie de faire un câlin au roman. Pas parce que c'est édulcoré, pas parce que c'est facile, au contraire, il y a des choses qui sont pas évidentes qui sont abordées, mais juste parce que c'est bienveillant. C'est feel good dans le bon sens, c'est feel good avec
ça va nous laisser une sensation durable après qui donne le goût d'avoir de l'espoir. Voilà. Ensuite, c'est ces 2 livres récemment que j'ai lus, mais donc ensuite, Meurtres et préjugés de Laurie Forêt chez Erol, qui est un cozy mystery avec un clin d'œil à Jane Austen. Donc, j'avais un peu peur, mais finalement, mais qu'est-ce que c'était bien écrit! Donc, ça va se passer en Angleterre. Une jeune femme qui décide de tout plaquer pour ouvrir une librairie salon de thé en hommage à Jane Austen, mais elle est comme juste pas chanceuse. Juste avant son ouverture, elle va découvrir un cadavre dans sa cour intérieure, la tour intérieure de son salon de thé. Ce cadavre-là va être en fait le cadavre d'une femme dans le village qui est comme pas super adorée, qui a toujours quelque chose à dire sur tout le monde, puis qui était vraiment contre son arrivée. La police la suspecte, bien entendu, puis elle, mais il faut absolument qu'elle ouvre son salon de thé parce qu'elle a toutes mis ses économies là-dedans, puis elle veut absolument que ça fonctionne. Donc, il va falloir qu'elle trouve c'est qui a finalement fait, qui a commis le meurtre. C'est plein de rebondissements, il y a plein de personnages absolument savoureux, esprit de petit village qui est là. On est dans les personnages un peu archétypaux, mais finalement, pas totalement. Donc, à chaque fois qu'on pense qu'on sait c'est quoi comme archétype, ça va toujours nous surprendre. C'est une plume légère, une plume dynamique, une plume, comme je vous dis, qui a assez d'humour pour nous surprendre au détour de nos préjugés, justement. Et évidemment, les petits clins d'œil à Jane Austen, c'est tout. Donc ça, vraiment, on sort de là. C'est une série, il va y avoir d'autres tomes. Clairement, je vais lire les autres. On a le goût de retrouver les personnages. On ressort encore là avec un certain espoir. Évidemment, là, c'est une structure de cozy mystery, donc on n'est pas juste dans le feel good, mais euh, ça donne le sourire. Et enfin, dernière mention, ben, vous m'avez entendu en parler tout le mois de décembre, mais cette romance cozy crime de Noël, Cozy Love and Christmas Crime d'Anouk Filippini chez Ozu, qui était en mode roman de l'Avent, mais lisez ça, c'est excellent. Donc ça, c'est vraiment un roman qui est un peu plus un public jeune adulte, mais n'importe qui peut vraiment bien en profiter. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est un cozy love, oui, c'est un Christmas crime. Ce qui va être marquant, c'est que ça se passe dans le milieu de la haute cuisine, particulièrement des hôtels de prestige où il y a de la haute cuisine et de la pâtisserie de haut niveau. On va suivre vraiment le parcours d'une jeune femme qui va tout quitter pour aller essayer de tenter sa chance à Paris, au Rivoli Palace, en suivant son influenceuse pâtisserie préférée. Donc, quand on dit ça comme ça a l'air d'être très prévisible, mais finalement, plus ça va, plus on apprend que cette jeune femme-là a un passé particulier. Pourquoi elle est allée faire ça? Elle a perdu sa mère dans certaines circonstances. Comment ça se fait qu'elle se ramasse là? Elle connaît personne sauf un oncle qu'elle n'a jamais vraiment rencontré. Pas un oncle, mais un genre de... pas un oncle, un parrain. Elle va se ramasser là-bas. Elle va avoir à faire face aussi au fait que c'est le passage à l'âge adulte. Elle n'a peut-être pas exactement tout ce qu'il faut sur papier pour arriver à réaliser son rêve. Elle ne va pas commencer à l'endroit où elle pense qu'elle va commencer finalement. Ce ne sera pas en pâtisserie, mais en boulangerie. Et comble de d'ironie, elle va tomber sur le cadavre de la fameuse influenceuse qu'elle suivait là et qui travaille au Rivoli Palace. Elle va mener l'enquête parce qu'elle est bien entendu un peu sur la liste des suspects, mais c'est extraordinaire. On va apprendre à connaître les dynamiques à l'intérieur des cuisines, à l'intérieur justement de ce milieu-là qui est très élitiste de la pâtisserie de haut prestige. Il va avoir une histoire de lien indirect et ou direct avec le personnage principal. Il va avoir des intérêts amoureux, style triangle amoureux, vraiment intéressant. On va douter de chacun des deux personnes des triangles amoureux pendant tout le long en se disant, mon Dieu, faut-tu vraiment qu'elle leur fasse confiance? C'est pas gnangnan du tout, c'est super intelligent, c'est plein d'esprit, c'est simple. On suit la jeune femme, qui a des aspirations de jeune femme de genre 18-20 ans. Donc oui, c'est sûr que des fois c'est un peu excessif, mais comme on est toujours à 20 ans, l'intrigue est super bien menée. On se doute un peu de certaines affaires, mais pas tant que ça. Les personnages, comme je vous dis, on pense qu'ils sont typiques, mais finalement, ils ne sont pas tant typiques que ça. On va avoir vraiment différents caractères, comme ça peut arriver quand même beaucoup dans le milieu de la cuisine. Ça prend quand même une certaine détermination pour survivre dans ce type de milieu-là. Donc, ça va rassembler des gens qui ont des caractères vraiment qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, définitivement ça. Laissez-vous pas avoir par le côté Cozy Love and Christmas Crime, la couverture rose bonbon. C'est pas juste ça, c'est tellement plus. Puis Anouk Filippini,
définitivement, j'ai adoré. Ah, bon, avant de mourir sur place, on va terminer ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette année, en ma compagnie Livresque, ça a été chouette pour vous aussi. J'espère que vous avez pu noter certaines suggestions. J'espère que de votre côté, vous avez des lectures qui sont marquantes, peu importe lesquelles ça vaut la peine. N'hésitez pas à les mentionner dans le commentaire. Moi, je suis toujours ouverte à découvrir plein de choses qui sont peut-être pas nécessairement dans mon terrain de jeu habituel. Puis j'aime toujours ça, faire ces choses-là, faire ces rencontres-là avec vous, ces vlogs-là avec vous. J'espère que pour vous, c'est encore plaisant parce que pour moi, ça l'est. Je m'enligne pour poursuivre ça en 2026. Alors voilà, tout ce qui me reste à vous dire, c'est je vous souhaite pour 2026 une année rayonnante, une année inspirante, une année un peu comique. Alors, ben, nous, tout ce qu'on a à se dire, c'est à la prochaine année!